Bonjour, bienvenue dans Plus que du droit. Plus que du droit, ce sont les nouveaux podcasts FIDAL. Tous les 15 jours, on va donc aborder pour vous un sujet d'actualité pour votre entreprise avec l'angle juridique ou fiscal ou juridique et fiscal, puisque c'est évidemment la mission de FIDAL à vos côtés. Thème d'actualité, je le disais, le premier thème est brûlant, puisqu'il s'agit de la réforme des retraites. Comme on enchaîne les réformes, en plus, on a parfois du mal, évidemment, vous l'imaginez, ça peut être votre cas, à s'y retrouver. Si vous vous souvenez bien, réforme 2003, réforme 2010, réforme 2014, la réforme qui s'annonce pour 2022, 2027, ou bien plus tard encore. C'est peut-être des questions que vous vous posez. Bonjour Anna Ferreira. Bonjour Laurent. Merci de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Vous êtes avocate responsable national du pôle retraite et prévoyance d'entreprise chez FIDAL. Alors le projet de loi, il a été présenté en Conseil des ministres. Il va être examiné évidemment par le Parlement. Ça va durer. On sait que politiquement, il va y avoir un peu de bagarre parlementaire. Mais au-delà de ça, parce que c'est pas votre sujet, ça fait des mois qu'on en parle. Et là, on a l'impression qu'on va rentrer un peu dans le concret. En tout cas que, voilà, c'est dans la seringue en quelque sorte. Finalement, c'est une réforme de la retraite des individus. Qu'est-ce que ça change pour l'entreprise ? Alors effectivement, c'est une réforme qui impacte les individus, mais les entreprises également. Et puis surtout, effectivement, comme vous le disiez, on en parle depuis 2 ans, mais là on rentre dans le concret et surtout pour nous juristes, on a un texte de loi, c'est quand même fondamental parce que les discussions sont une chose, mais quand on couche sur le papier les choses, tout de suite on a plus de concret. Donc quand même un petit mot sur ce projet de loi, 65 articles, ce qui paraît peu, compte tenu du sujet et de l'impact sociétal de cette réforme. Parce que vous le dites, c'est une révolution de notre système de retraite. C'est totalement une révolution de notre système de retraite. C'est la plus grosse réforme qui s'annonce depuis sa création en 1945. Donc 65 articles, mais surtout, en fait, on se rend compte en lisant ce projet de loi qu'on aura 29 ordonnances qui sont déjà annoncées. Donc ordonnances, on sait que c'est le gouvernement, en fait, qui a la main pour écrire les textes. Donc en réalité... Donc ça va être voté par le Parlement et ensuite mis en œuvre par les ordonnances, c'est ça ? Tout à fait, qui ensuite, effectivement, doivent être quand même repassés devant le Parlement, mais on se rend bien compte que le détail, finalement, de cette réforme n'est pas encore du tout écrit, et on sait bien que le diable se cache dans les détails. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Moi, je suis entrepreneur. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rapidement changer pour moi ? Pour les entreprises, la première chose qui va changer assez rapidement et dès 2022, c'est le sujet des cotisations retraite. Donc, c'est la paye. C'est la paye. Sur tous les bulletins de paye sont prélevés, les employeurs et les salariés payent des cotisations retraite. Et ce sujet-là va être impacté dès 2022. Pourquoi 2022 ? Alors, c'est un peu compliqué puisque c'est Prenons le temps. La cadence d'entrée en vigueur de cette réforme. On nous dit quoi ? On nous dit que le régime universel va entrer en vigueur d'abord pour les personnes qui sont nées en 2004 et qui auront donc 18 ans en 2022 et qui entreront sur le marché du travail à partir de cette date-là. Pour eux, le régime universel rentre en vigueur à plein dès 2022. Donc j'embauche un jeune de 18 ans, voilà. Il est déjà au régime de retraite à points dans la manière dont je vais le payer. Dans la paye, ça va apparaître en points, c'est ça que vous voulez dire ? Tout à fait. Alors lui, il obtiendra des points, mais les cotisations que son employeur et lui paieront seront celles celles du régime universel. Parce qu'effectivement, on y reviendra juste après, certainement, mais le régime universel, c'est les points. Mais enfin, effectivement, avant d'avoir des points, il faut les acheter. Il faut cotiser, il faut acheter les points. Donc ça, c'est le premier cas. Tout à fait. Donc, tous les gens qui sont nés avant 2004, on pourrait se dire, ne sont pas concernés par cette problématique de paye, mais non, en réalité, c'est bien plus complexe que cela. En réalité, on a donc la deuxième vague qui est les générations qui sont nées à partir de 75, qui devraient donc, elles aussi, entrer dans le régime universel pour leur deuxième partie de carrière. Donc ceux-là ont déjà cotisé selon le régime actuel. On va les basculer à partir de 2025 dans le nouveau système. Et en termes de cotisation, ça va effectivement se traduire par une convergence finalement de l'ancien système et donc des assiettes et des taux progressifs sur 15 ou 20 ans, on ne sait pas trop, ça c'est l'ordonnance qui le dira, vers les assiettes et les taux du système universel. Donc, concrètement, en 2023, moi je suis une entreprise, je vais avoir 2 types de population. J'embauche quelqu'un, comme vous disiez par exemple en 2023, quelqu'un qui est né en 2004, il aura 19 ans. Lui, je vais cotiser donc selon les modalités prévues par le régime universel, donc on y reviendra certainement.
et son collègue d'à côté qui sera né peut-être même en 2 ans avant lui, eh bien lui, il aura déjà cotisé selon le système ancien, et lui, progressivement, il va venir sur les assiettes et les taux du nouveau système, mais c'est très progressif. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils feront peut-être le même boulot, mais finalement, leur paye ne sera pas la même. Leur paye ne sera pas la même, puisque l'impact le taux des de cotisation ne sera pas le même. Disons-le peut-être d'un mot, le taux de cotisation, il change comment entre le régime à points, le futur régime universel et le régime actuel? Parce que on tourne autour finalement cette idée-là. Alors, le nouveau régime universel, il se veut plus simple. C'est simple, il y aura un taux de cotisation 28,12%. Okay. Alors, ça se veut simple, mais en réalité, déjà, il faut le découper, ce taux, puisqu'on nous dit qu'il y aura 25,31% de ce taux, qui sera celui qui permet aux gens d'acheter des points de retraite, ce qu'on appelle les taux de cotisation productifs de droit. Ce taux, il sera appelé sur une rémunération qui va de 0 € à environ 120 000 €. Bon. Aujourd'hui... C'est-à-dire 10 000 € par mois. Voilà, à peu près. C'est ce qu'on entend dans les médias. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est effectivement pas du tout le même système, parce qu'aujourd'hui, on cotise finalement sur 2 niveaux. Un régime de base, c'est un peu compliqué le système actuel, et un régime complémentaire qu'on appelle Agirc-Arrco. Tous les salariés cotisent à un régime de base et au régime Agirc-Arrco. Et donc, tous ces régimes ont des cotisations différentes. Bon, pour résumer et faire simple, on cotise à peu près à 27,77%. Sur une rémunération qui va de 0 à un plafond. Donc on va cotiser un petit peu plus. Un petit peu plus, 0,5, c'est ça. Et puis, juste, il y a un autre, donc le 25-30, on n'est pas arrivé à nos 28-12, on aura 2,81%, dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisqu'on dit que c'est une cotisation de solidarité. Effectivement, elle sera appelée sur toute la rémunération, celle-là, donc peu importe que vous ayez une rémunération de 300 000, 500 000, 1 million. Mais c'est ce qu'on appelle une cotisation de solidarité, c'est-à-dire qu'elle ne génère aucun point pour le salarié. Au-delà de 10 000 €, c'est le fameux au-delà de 3 plafonds, Sécu, c'est ça. Tout à fait, enfin entre 0 et 3 plafonds, on la paiera aussi, mais en tout cas au-dessus, elle sera également payée. On ne cotise plus pour gagner des points retraite, on cotise pour les autres. Mais oui, je voulais juste préciser quand même que ce système de solidarité, il existe déjà dans les régimes d'aujourd'hui. On n'a pas attendu la réforme de 2020 pour créer des systèmes de solidarité de ce type-là. Ils sont un peu plus compliqués à expliquer, mais dans le régime de base, tout comme dans le régime Agirc-Arrco, les employeurs, les salariés payent un taux global de cotisation à l'intérieur duquel il y a déjà une quote-part qui ne sert pas à donner des droits aux salariés. Donc bon, c'est pas totalement... C'est important que vous le disiez, parce que moi, ce que j'entends à la radio ou ce que je lis dans les journaux, c'est pas tout à fait ça. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent et de celui ou celle qui est en train de nous écouter, peut-être dans sa voiture tranquillement, il se dit « Waouh, 2 populations à gérer en même temps, ça va pas être très simple ». On en a fini quand on a défini ces 2 populations ? Alors, en termes de les autres, rien ne change pour le coup ? Si, alors en plus c'est un peu... Parce que quand je dis les autres, c'est donc ceux qui sont nés avant 75. Hein. Tout à fait. Alors eux, ils pensaient passer effectivement à travers le système... nouveau système universel, mais c'est pas tout à fait juste, parce que pour eux, certes, ils ne rentreront jamais dans le système à points, mais en termes de cotisation, justement pour eux, ils seront logés exactement à la même enseigne que ceux qui sont nés à partir de 75. C'est-à-dire que dès 2025, pour tous ces gens-là, 2025, on va entrer dans une période de transition qui sera longue, a priori, de convergence des taux et des assiettes vers les assiettes et les taux du nouveau système universel. Donc pour eux aussi, il va y avoir quand même un changement en termes de cotisation. Et donc une hausse des cotisations. Hein, oui, enfin pour eux, ça va se traduire plutôt par une hausse de cotisation, et pour les salaires au-delà de 10 000 €, par une baisse, dans le sens où du coup, petit à petit, ils n'acquerront plus de droits sur leur partie de rémunération entre 3 passes et au-dessus. Donc je vais bien gérer 3 populations différentes. Ça vous semble insurmontable ? Rien n'est insurmontable, mais je pense que les services paye vont s'arracher un petit peu les cheveux. Ça va nécessiter un peu d'audit, un peu de... Tout à fait. Et puis après, il y a une question d'explication, parce que c'est une chose de le gérer techniquement, donc ça, ils sauront le faire, il n'y a pas de difficulté. Mais c'est vrai qu'en termes de gestion du personnel, il faut expliquer aux salariés, ils ne vont pas comprendre, donc ça génère toujours des questionnements auxquels il va falloir de répondre. La pédagogie. Exactement. Ok. Ça, c'est la partie cotisation, puisque je vous posais la question de ce qui changeait. Vous m'avez répondu, les cotisations, ça va changer dès 2022, sur votre service paye, on l'a compris, avec ces 3 populations que vous venez de nous signaler. Il y a la question de l'âge de départ à la retraite. Alors, dans le projet de loi, il y a l'idée d'un âge d'équilibre, mais il n'y a plus d'âge mis.
derrière il n'y a plus de chiffres mis derrière cet âge d'équilibre. Et le gouvernement a officiellement suspendu l'idée d'un âge pivot à 64 ans en confiant à une conférence de financement qui est en train de travailler au moment où on parle, de régler cette partie-là de la réforme, de lui faire des propositions, faute de quoi le gouvernement décidera de quelle manière il procède. Ça, c'est la partie politique. Est-ce qu'on a une idée d'abord de ce qui va se passer ? En théorie, l'âge de 62 ans restera l'âge légal de la retraite. On ne souhaite pas toucher à cette borne. Bon. Mais c'est plus une borne psychologique qu'autre chose, puisqu'en réalité, tout au long du projet de loi, on parle de cette notion d'âge d'équilibre. Alors effectivement, pour l'instant, on nous dit pas quel âge, il n'y a pas de chiffre. Mais enfin, on sent bien que si on parle d'un âge d'équilibre, il va être probablement différent de 62 ans. Ce qui était prévu dans le projet, et qui pourrait tout à fait revenir si la conférence de financement ne trouve pas de solution miracle, c'est quand même l'idée de dire que cet âge d'équilibre à 64 ans pourrait être réintroduit, mais surtout, cet âge, il concerne les gens dès 1960. On bouge encore les bornes. C'est-à-dire que l'idée du gouvernement, c'est que dès 2022, on augmente progressivement cet âge d'équilibre, qui est de 62 ans vers 64 ans, pour que dès 2027, finalement, les gens qui sont nés en 65 et qui normalement ne sont pas concernés par le régime universel, eh ben, leur âge d'équilibre, ça sera 64 ans. Et ce qui signifierait qu'en réalité, l'idée de l'âge d'équilibre, c'est vous partez avant cet âge, vous avez un malus, vous partez après, vous avez un bonus. Alors qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez votre taux plein, vous partez, et si vous l'avez à 62 ans, vous partez avec la retraite pleine. C'est intéressant parce que quand le gouvernement dit on a suspendu, vous, avocate, vous dites oui, enfin, je ne vois pas bien comment vous pourrez faire autrement, c'est ça ? Je ne sais pas, oui. De toute façon, dans un système de retraite, sans boule de cristal, c'est pas le job. Dans un système de retraite, on n'a pas beaucoup de paramètres, si ce n'est le montant des cotisations et l'âge de départ pour générer des fonds. Et là, quand même, les partenaires sociaux doivent trouver 12 milliards d'ici 2027. On va les laisser travailler, ils vont peut-être faire preuve et œuvre d'inventivité. Mais il ne faut pas se cacher que la démographie est ce qu'elle est, que l'on vit de plus en plus tard, que donc la période de retraite est de plus en plus longue et que donc il faut verser les pensions de plus en plus longtemps, que l'on rentre de plus en plus tard sur le marché du travail. Toutes ces choses très concrètes et qui influent sur un équilibre du régime des retraites, il va bien falloir les traiter. Bon. On comprend que ce sont deux réformes en vérité, qui sont mises un peu dans le même sac, mais que ce sont deux réformes. Il y a la réforme à points d'un côté, puis de l'autre côté, la question du financement qui serait posée de la même manière, même si on n'avait pas fait la réforme à points ou même si on ne faisait pas la réforme à points. Tout à fait. C'est ça qu'on comprend. Donc, un certain nombre de réformes paramétriques, justement, financières. Vous disiez 2003, 2010, 2014, tout ça, c'est en filigrane, c'est une question de financement. Question à l'avocate. Spécialiste de ces sujets-là, est-ce que ça présente des avantages de fixer un âge pivot ou un âge d'équilibre par rapport à la situation actuelle ? Alors, à l'avocat, je l'ai pris à l'inverse du débat polémique. Je pense que pour l'employeur, j'y vois moi quelque part une petite simplicité aujourd'hui en termes de visibilité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un employeur ne sait pas quand est-ce que son salarié est en capacité de partir en retraite à taux plein. On sait que 62 ans, c'est l'âge légal, mais ça ne veut pas dire que les gens à 62 ans, ils ont leur taux plein. Oui. Demain, leurs annuités. Pour parler comme on parle aujourd'hui. C'est vrai. Leur trimestre. Leur trimestre, oui. Vous avez raison. Demain, si on a cette notion d'âge d'équilibre identique pour tous, on se dit, on saura qu'à cet âge-là, potentiellement, la personne peut partir avec sa pension pleine. Mais attention, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pension pleine ? En phase il faut un montant. Donc les gens ne partiront que quand ils estimeront que le montant de leur retraite est suffisant. Et puis aussi du côté employeur, attention aussi, ça ne veut pas dire qu'à 64 ans, on pourra dire à nos salariés merci, au revoir, prenez votre retraite. Je rappelle qu'aujourd'hui, il est impossible de mettre à la retraite un salarié pour un employeur de manière unilatérale avant 70 ans. Et il n'a pas question pour l'instant de bouger cet âge-là. Donc le départ à la retraite, c'est quelque chose qui est à l'initiative du salarié. J'ai un salarié qui a 67 ans, je ne peux pas lui dire il est temps de prendre ta retraite. Non. Vous avez le droit de lui demander, oui. Vous avez le droit de l'interroger. Il y a une procédure qui est prévue par le Code du travail. Vous avez le droit de l'interroger sur ses intentions, éventuellement de partir. Est-ce qu'il envisage de partir dans l'année à la retraite ? S'il vous répond pas, vous ne pouvez rien faire. S'il vous répond non, vous ne pouvez rien faire. S'il vous répond oui, éventuellement, vous pouvez effectivement engager une procédure de mise à la retraite de ce salarié. D'accord. C'est effectivement à partir de 67 ans uniquement et jusqu'à 70. Donc parce que 67 ans, c'est actuellement le taux plein. C'est ça ? Automatique, exactement. Automatique. C'est un peu l'équivalent du nouvel âge d'équilibre. Alors, si je le plaide à l'inverse,
Vous voyez bien que c'est un exercice intellectuel. On le ramènerait à 64 ans, par exemple, si l'âge d'équilibre était à 64 ans. Donc ça simplifie quand même un peu. Ça rend lisible, non ? Ça simplifie un peu et pour certaines personnes, d'ailleurs c'est ce qui est mis en avant par le gouvernement, ça permettra à certaines personnes qui aujourd'hui devaient attendre 67 ans, notamment, alors ils mettent en avant notamment les femmes qui ont pu s'arrêter ou qui ont des carrières plus hachées et qui n'ont pas tout leur trimestre avant l'âge de 67 ans, elles sont obligées d'attendre 67 ans, donc effectivement, ce qui est mis en avant, c'est qu'on pourrait éventuellement partir dès 64 ans. Bon, après, encore une fois, une pension de retraite, certes c'est des points, mais enfin c'est un montant. Donc, et tout donc dépendra c'est toujours du le montant. Salarié qui juge, qui jugera, et c'est pas l'employeur qui décide. C'est ça que vous me dites très clairement. Est-ce que ça peut être accompagné d'une incitation des entreprises à maintenir les seniors au travail ? Parce qu'on sait bien qu'on a un problème de travail des seniors après 59 ans. Tout à fait. On a un sujet en France et probablement un changement philosophique à faire dans les entreprises qui est que pendant longtemps, on a eu beaucoup de politiques de pré-retraite. Alors ça s'est arrêté il y a quelques dizaines d'années, mais les mentalités n'ont pas encore tout à fait évolué. Et on a un vrai sujet d'employabilité des personnes à partir de 58 ans. La réalité des choses aujourd'hui, c'est qu'on voit que l'âge de liquidation de la retraite a nettement augmenté depuis la réforme de 2010. On est autour de 62 ans, effectivement, mécaniquement. Mais en réalité, si on gratte un petit peu, on se rend compte que la moitié des gens de 60 ans, donc qui ne sont pas à la retraite, ne sont pas non plus en emploi. Ouais. Ils sont en invalidité, ils sont au chômage. Donc on a un vrai sujet de bien vivre quelque part, bien vieillir au travail, pour que les gens, effectivement, achèvent réellement leur carrière en emploi avant de passer en retraite. Donc, est-ce qu'il peut y avoir incitation des entreprises à maintenir ? Quand on dit incitation, on entend bien. Quand on est chef d'entreprise, on sait exactement comment ça risque de tourner. On l'a déjà vu. Oui. Incitation financière en bonus, en malus, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a ça dans les tuyaux ? Aujourd'hui, c'est pas encore dans les tuyaux. Donc le gouvernement s'interroge quand même sur cette question de... Il y a eu un rapport. Il y a eu un rapport rendu le 14 janvier sur le sujet qui pose les constats et qui effectivement incite les entreprises à changer un peu leur paradigme de pensée et effectivement d'anticiper tout au long de la carrière l'arrivée de cette fin de carrière pour que justement on puisse faire travailler les salariés réellement jusqu'au bout. Bon, pour l'instant, rien de concret, surtout pas vraiment de proposition dans un sens, ni sanctions financières comme on a pu connaître à une période pour ceux qui se rappellent de la contribution de Lalande où en fait on payait une contribution quand on licenciait quelqu'un de plus de 57 ans, ni pour le moment non plus d'incitation qui pourrait tourner autour de, je sais pas moi, une baisse de charges sociales pour ces populations-là, etc. Mais c'est un vrai sujet. On en est là, au stade de la réflexion, et ni bonus ni malus. Pour l'instant, non. Quid de la pénibilité ? Finalement, c'est le dernier sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Encore une fois, en tant qu'entrepreneur, je me pose toujours la question de savoir s'il va me revenir de le calculer. Moi, la CFDT notamment insiste beaucoup sur le sujet. Qu'est-ce qui va changer d'abord, on le sait ? La pénibilité existe aujourd'hui, enfin le compte pénibilité existe pour les salariés du secteur privé. Donc demain, il existera pour les fonctionnaires et les salariés des statuts à statut. Ce qui pourrait changer, enfin c'est en cours de négociation, c'est déjà d'étendre les critères de pénibilité par rapport à ceux qui existent aujourd'hui. Et surtout, à l'origine de ce système qui a été créé en 2015, il y avait d'autres facteurs de pénibilité, notamment les postures pénibles, etc., qui ont été retirés en 2017, car trop compliqués finalement pour les entreprises à quantifier. Donc les discussions vont tourner probablement autour de la réintroduction de ces critères-là qui ont été à un moment mis de côté. Puisqu'effectivement, ça amène le système d'aujourd'hui fait que finalement des métiers sur lesquels on est tous d'accord pour dire qu'ils sont pénibles ne sont pas finalement pris en compte dans ce compte pénibilité. Pense aux maçons. Par exemple. Pense aux bâtiments, enfin, d'une manière évidente. Tout à fait. Et on ne peut pas quantifier combien de parpaings j'ai levé dans la journée. Exactement. Or, on est tous probablement d'accord pour dire que ce sont des métiers pénibles. Donc là-dessus, les discussions, je pense, vont porter sur ces sujets-là. Et après, sur le compte en lui-même, l'employé, il va fonctionner comme aujourd'hui. C'est l'employeur qui doit déclarer les facteurs de pénibilité, ce qui génère une inscription de points sur le compte personnel du salarié. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'aujourd'hui, le compte est plafonné à 100 points. Ce plafond devrait être supprimé. C'est déjà prévu dans le projet de loi, donc avec potentiellement la possibilité d'aller au-delà. Et ces points, en réalité, le salarié, qu'est-ce qu'il peut en faire ? Il peut soit les utiliser pour faire de la formation, soit les utiliser pour passer à temps partiel et surtout les utiliser aussi pour partir en retraite plus tôt. D'où l'idée... Avant 62 ? Alors là, c'est aussi les discussions en cours. Quel âge légal ? Avant 64 ? Oui. Quel âge d'équilibre ? Alors aujourd'hui, éventuellement avant 62. Et là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour
prononcer par rapport à l'âge d'équilibre, parce qu'on ne sait pas. Mais enfin, l'idée, c'est de partir quand même probablement plutôt avant les nouveaux critères éventuels, s'il y en a, ou l'élargissement des critères actuels, s'ils sont élargis, il reviendra bien, on est d'accord, à mon entreprise. De les déclarer et donc d'en être parfaitement conscient et d'être capable de les quantifier. Tout à fait. C'est un casse-tête aujourd'hui ? La pénibilité, ça a été un sujet assez difficile à mettre en œuvre dans les entreprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a retiré un certain nombre de critères, parce que c'était pas possible, encore une fois, d'être derrière chaque ouvrier pour savoir aujourd'hui, tu as levé effectivement combien de parpaings, quelle posture tu as prise, combien de temps tu as pris ton marteau-piqueur. C'était trop compliqué à mettre en œuvre, donc il faut qu'on réfléchisse à un système un peu différent pour qu'au moins dans la quantification, ce soit plus simple pour les entreprises. La paye. Voilà ce que ça va changer rapidement et dès 2022 pour les plus jeunes salariés que vous embaucherez. L'âge, on voit que c'est encore un sujet de discussion. Je comprends que vous estimez qu'il y a guère d'autres moyens en vérité, même si peut-être les syndicats seront plus inventifs que nous ne le sommes avec simplement les textes de loi aujourd'hui sur la table, et la discussion sur la pénibilité. Voilà 3 sujets qui concernent l'entreprise, bien évidemment. Au-delà des impacts immédiats, est-ce que ça va changer la manière dont on gère les salariés dans une entreprise ? Je pense notamment à la pénibilité, d'ailleurs, quand je dis ça. Oui, vous avez raison. Le premier sujet, c'est que oui, c'est en lien aussi avec toutes les réflexions sur le maintien de l'emploi des seniors vraiment en fin de carrière. Évidemment, ce sujet va venir dans les politiques de ressources humaines qui devront s'occuper de ce sujet pour l'anticiper, pour gérer les évolutions de carrière, peut-être les transitions vers des métiers moins pénibles, etc. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est un travail qu'il faut commencer, que les entreprises ont d'ailleurs déjà commencé, mais qu'il va falloir poursuivre et peut-être intensifier. Parce que si on dit aux personnes qu'il faut qu'elles travaillent plus longtemps, il faut qu'on arrive à les maintenir quand même dans l'emploi. C'est parce que ce n'est pas tenable qu'elles soient au chômage ou en maladie, puisque finalement, on ne fait que transférer les charges financières sur d'autres risques. On creuse les trous ailleurs, finalement. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un transfert. L'autre sujet aussi qui va quand même concerner une population plus réduite, c'est nos fameux, on va dire, cadres qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Eux, il va y avoir un vrai sujet de politique de rémunération à leur égard à mettre en place, parce que pas du jour au lendemain, parce que comme je vous disais, il y aura une période de transition, mais là où ils avaient des droits à retraite sur une rémunération qui va jusqu'à environ 330 000 euros, ils n'auront plus rien entre 120 000 et 330 000. Donc nécessairement, ils vont se tourner vers leurs employeurs en leur disant... qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on peut imaginer des régimes de retraite supplémentaires qui vont se créer. Par capitalisation ? Oui. Évidemment. Et puis, ça tombe bien, puisqu'on a aussi réformé ces régimes de retraite supplémentaires par capitalisation il y a quelques mois avec la loi Pacte. Donc, on a à peu près les outils en vue pour pouvoir travailler en ce sens. Donc, je suis capable, moi, d'accompagner mon salarié cadre ou cadre supérieur, c'est plutôt cadre supérieur en l'occurrence, voire cadre dirigeant. Je suis capable d'accompagner ces salariés dans le futur, dans la prévoyance de leur retraite, au-delà de ce que la réforme va m'obliger de faire. J'ai quelques outils, mais bon, après, il va falloir voir comment ils se mettent en place. Et puis, c'est surtout, ça va devenir même presque un sujet concurrentiel pour cette population-là, encore une fois réduite, mais qui est importante pour les entreprises, les cadres dirigeants, qui sont des gens mobiles. Et si ils trouvent mieux, si l'entreprise A leur propose quelque chose sur ce sujet de plus intéressant que la B, évidemment, ils iront vers là, toutes ces politiques de rémunération globale, tous les périphériques de rémunération. Donc ça va devenir, je pense, un sujet aussi dans les années à venir pour cette population-là de cadres. Anna Ferreira, merci pour toutes ces explications, avocate et responsable nationale du pôle retraite et prévoyance d'entreprise chez Fidal. Voilà pour ce premier podcast. Plus que du droit, si la réforme des retraites bouge, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. On refera un podcast spécifique là-dessus puisqu'on réagit à l'actualité. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour un tout nouveau podcast. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.